Europe Matin, première édition présentée par Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel, bonjour à tous. La chaleur et la sécheresse qui sont encore et toujours d'actualité en ce début de semaine. Vous le savez, quasiment toute la France est concernée par cette sécheresse qualifiée d'historique par le gouvernement. L'eau manque partout et les agriculteurs en sont les premières victimes, même ceux auxquels on ne s'attendrait pas forcément. Par exemple, la culture d'olivier, un arbre qui aime pourtant la chaleur, mais qui souffre en ce moment du manque d'eau. Reportage dans le sud de la France, chez une oléicultrice près de Montélimar, Thibaut Hu. Regardez ça, c'est tout sec. Geneviève, les larmes aux yeux, contemple un champ de ruines, ses oliviers brûlés par la canicule et une terre aride. Ça, je ne l'ai jamais vu dans toute ma carrière. Une saison comme ça, où ça sèche, qu'il ne fasse pas une pluie. Sous ses doigts, les feuilles craquent et la récolte risque d'être très faible. Oui, si on peut en sauver un quart, ce serait beau. On essaye de tenir le coup, hein. Même les olives qui poussent ne seront pas ramassées, faute de rentabilité. Ça coûte très cher pour ramasser des olives, hein. Il va falloir mettre des filets là, qu'on met et puis qu'on coud là, à quatre pattes. Et tout ça, ça demande du travail. Seule solution pour sauver l'exploitation, arroser les arbres, mais pour la propriétaire, c'est hors de question. Irriguer pour augmenter le prix de revient, parce que l'eau, il faut la payer au mètre cube. Mais il faudrait tripler le prix de vente. Vous voulez la payer combien, l'huile ? 50 € le 75 centilitres. Alors, dernier espoir pour Geneviève et ses 12 hectares d'oliviers, une grosse pluie avant le 15 août, sinon tout sera perdu. À Mirabel-aux-Baronnies, près de Montélimar, Thibaut Hu, Europe 1. Une grosse pluie avant le 15 août, c'est probable, mais sans doute pas avant le week-end prochain. Et ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle partout, explique Patrick Marlière, directeur de l'agence Agatha Météo. Le 13 et le 14 août, ce seront des orages qui concerneront essentiellement les reliefs et puis le sud-ouest du pays. Enfin, à partir du lundi 15 août, c'est quasiment toute la France, en dehors du pourtour méditerranéen, quasiment tout le territoire qui sera touché par ce risque d'orage. Alors, compte tenu des températures extrêmes, eh bien, on sera extrêmement vigilant entre le 15 et le 20 août, puisque évidemment ces orages pourraient être localement extrêmement violent et compte tenu de l'état des sols et de cette sécheresse permanente, et bien évidemment, on craint quelques risques d'inondation locale, notamment même dans les grandes villes. Donc une situation qui reste à risque, cette deuxième décade du mois d'août. On va suivre ces événements dans les phénomènes extrêmes qui pourraient se produire sur certaines régions de France. Propos recueillis par Louise Douillet pour Europe 1. Et avec cette météo, 2 nouveaux incendies se sont déclarés hier en fin d'après-midi dans l'ouest de la Dordogne. Une centaine d'hectares sont partis en fumée. Un autre feu sur les contreforts du massif de la Chartreuse en Isère a obligé les autorités à évacuer préventivement 130 habitants de plusieurs villages. Ce feu qui a démarré vendredi s'étend désormais sur 75 hectares. Malgré les vacances, le gouvernement reste très attentif à cette sécheresse qualifiée d'historique. La dernière session parlementaire s'est conclue le week-end dernier. C'est donc le moment pour les ministres effectivement de prendre un peu de repos. Mais comme toujours, ils doivent rester à 3 heures maximum de Paris. Quelle destination ont-ils choisi, Alexandre Chauveau? Eh bien, sobriété oblige, la grande majorité du gouvernement passe ses vacances en France et notamment sur la Côte d'Azur. C'est le cas de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti, mais aussi d'Elisabeth Borne qui se trouve dans le Var et donc proche du fort de Brégançon et d'Emmanuel Macron. Autre destination prisée, la Corse où séjournent Gabriel Attal, Franck Riester et Catherine Colonna. Enfin, l'ouest du pays accueille aussi son lot de ministres, Bruno Le Maire au Pays Basque ou Pape Ndiaye plus au nord dans le Cotentin. Alors évidemment, les vacances des ministres ne ressemblent pas tout à fait à celle de tout un chacun. Plusieurs d'entre eux peuvent ainsi être mobilisés à tout moment. C'est le cas par exemple de Gérald Darmanin à l'intérieur ou de François Braun à la santé qui continue d'être mobilisé sur le vaccin contre la variole du singe. Elisabeth Borne a demandé à chacun de choisir une destination, je cite, compatible avec l'exercice de ses responsabilités et d'être joignable plusieurs fois par jour. Le but, éviter tout retard à l'allumage si une crise devait survenir. Plusieurs ministres alterneront d'ailleurs leurs vacances avec des déplacements dans le cadre de leurs fonctions, comme Rima Abdul-Malak à la culture ou Hervé Berville au ministère de la Mer. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Gabriel Attal est donc en vacances en Corse. Il accorde tout de même un grand entretien ce matin chez nos confrères du journal Les Échos. Un entretien dans lequel le ministre délégué chargé des comptes publics présente les grandes lignes du gouvernement pour 2023. Des crédits inédits, selon ses propres termes, seront débloqués pour l'éducation, l'emploi et la défense, avec plusieurs objectifs. 1 million d'apprentis d'ici la fin du quinquennat ou encore une hausse des salaires des enseignants.
2 000 € net par mois minimum pour quelqu'un qui débute sa carrière. L'actualité de ce lundi, ce sont aussi les rodéos urbains. Un fléau qui a encore fait de nouvelles victimes ces derniers jours. 2 enfants de 10 et 11 ans ont été grièvement blessés vendredi soir à Pontoise dans le Val d'Oise, renversés alors qu'ils jouaient dehors par un motard de 18 ans. Celui-ci, après avoir pris la fuite, s'est rendu de lui-même à la police et a été placé en garde à vue. La fillette qui l'a percuté est toujours entre la vie et la mort et gardera dans le meilleur des cas des séquelles à vie. Pour Frédéric Pechnard, vice-président LR du Conseil régional d'Île-de-France, ces rodéos urbains deviennent un réel problème de société. On constate qu'il y a des gens qui sont généralement des jeunes, qui sont sur des motos souvent volées et qui font des rodéos en faisant prendre des risques considérables et aux passants et aux policiers, puisque quand les policiers essayent d'intervenir, eh bien, ils prennent des risques importants. Alors on en parle souvent quand il y a des drames, comme c'est ce qui s'est passé ce week-end avec 2 enfants grièvement blessés, mais il faut savoir aussi qu'il y a un autre problème moins grave, mais tout à fait prégnant, qui est celui de l'incivilité, c'est-à-dire que ces rodéos urbains, il y en a tout le temps, et ça insupporte les gens parce que c'est des problèmes de bruit, c'est des problèmes d'insécurité, c'est des problèmes d'incivilité. On fait des efforts considérables pour éviter que les gens ne se tuent sur les routes, et bien de la même façon, il va falloir faire des efforts considérables pour que ces rodéos urbains s'arrêtent. Propos recueillis par Jeanne Baron. La trêve signée hier soir entre Israël et le djihad islamique semble pour l'instant tenir bon. Même si des tirs ont été tirés jusqu'à la dernière minute dans la bande de Gaza, en 3 jours, 44 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués par des frappes israéliennes. Cette fois-ci, ce n'est pas contre le Hamas que l'État hébreu lutte, mais le djihad islamique, explique Jean-Paul Chagnolo, président de l'Institut des recherches sur le Moyen-Orient. Le Hamas doit contrôler tout un territoire, est ancré dans l'ensemble de la Cisjordanie et de Gaza. Donc c'est une organisation qui a un support important auprès de la population palestinienne. Et à côté, le djihad, c'est un groupe minoritaire qui n'a pas de véritable implantation, mais qui a des groupes très radicaux, très actifs, et il est populaire auprès d'une certaine jeunesse qui est désespérée à la fois par l'occupation et évidemment par l'absence de toute perspective politique. C'est un peu un électron libre, le djihad islamiste, par rapport au Hamas. Le Hamas, pour l'instant, ne souhaite pas du tout suivre cette voie, en tout cas maintenant. Il a besoin de se restructurer, de se ressourcer après les affrontements qui ont lieu il y a un peu plus d'1 an. Propos recueillis par Alexandra Gégy. Aux États-Unis, le Sénat a adopté hier le grand plan de Joe Biden sur le climat et la santé, un plan d'investissement de 430 milliards de dollars, dont on vous parlera plus longuement tout à l'heure dans le journal de 6h30. Europe 1, il est 6h08. Direction maintenant la Belgique. La Belgique frappée elle aussi par la sécheresse, mais qui trouve peut-être quelques avantages. Surtout ces vignerons, là où leurs collègues français souffrent, eux se réjouissent de cet ensoleillement et de ces températures exceptionnelles, au point que nos amis belges comptent bien concurrencer nos vins. Reportage de notre correspondante Laura Van Lerberg. C'est bingo, cette année c'est beau. En se promenant sur son domaine, Jean-François Ball a le sourire. Ses raisins sont bien verts et en bonne santé. Donc pas de gel au début, pas trop de vent à ce moment-là, pas trop de pluie non plus. On a eu une floraison qui s'est bien passée, on n'a pas eu d'échaudage. Grâce à ces conditions idéales, pas de maladie ni même de champignons, une situation très différente de l'année passée. On a eu des quantités de précipitations d'eau qui ont été formidables et donc pour nous ça a été très difficile. Cette année, sa production devrait être 2 fois plus importante et la qualité au rendez-vous. On dit toujours qu'on va attraper le climat de la Bourgogne ici d'il y a 20 ans. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire un chardonnay en Belgique qui pourrait dire, ben voilà, j'ai mis une petite claque à certains Bourgognes. De quoi faire rêver le propriétaire du Riz d'Argent. Une année comme celle-ci, je vais me permettre d'aller chercher les rouges vraiment aux dernières minutes. De bonnes conditions liées notamment au réchauffement climatique. Pierre Rillon, président de la Fédération des vignerons de Wallonie. Nous avons la chance, sous nos latitudes, d'avoir une bonne synchronisation, maturité technique. Et il n'est pas encore question chez nous de penser à changer nos cépages. Ils sont adaptés aux conditions actuelles. La production de vin en Wallonie pourrait même battre un record, 2 millions de bouteilles. Les viticulteurs préparent déjà les cuves pour les premières vendanges en septembre. Reportage de Laura Van Lerberg, notre correspondante en Belgique. Et puis on va finir ce journal par la très bonne opération de l'Olympique de Marseille hier soir lors de son premier match de la saison de Ligue 1. Victoire 4-1 face à Reims dans un stade Vélodrome plein à craquer. Rentrée réussie donc pour le nouvel entraîneur de Marseille, Igor Tudor, à la grande joie des supporters rencontrés hier soir par Nina Pavon à l'issue du match. Pour Camille et Anthony, Marseille ne pouvait pas mieux entamer sa saison. Franchement, c'était magnifique. Il y avait plein de buts, c'était une ambiance de folie.
Donc on est super content. Jérôme, venu avec ses 2 jeunes fils qu'il tient par la main à la sortie du stade, est conquis. Écoutez, on s'est régalé, les recrues claquent 3 buts. Écoutez, tout le monde est content, les petits sont heureux. À refaire quoi. Pour Philippe, après ce premier match signé d'une victoire, la méthode Tudor. Ça prend forme, oui, je lui fais confiance, on lui donne encore du temps, mais c'est plaisant quoi. On a mis quand même des buts. À ses côtés, Michel lui regrette l'accueil réservé à l'entraîneur au début de la rencontre. Il a été hué, c'est un petit peu dommage. Il faut lui laisser le temps. Après des matchs de préparation compliqués, les supporters semblent prêts à laisser plus de temps à Igor Tudor. C'est peut-être lui qui a le plus surpris dans le stade Vélodrome. Marseille, Nina Pavan, Europe 1. Et on revient dans quelques instants sur ce premier succès de l'OM dans le journal des sports. Important. Je vous signale aussi la victoire de Lorient contre Rennes 1-0, de Lens contre Brest 3-2 ou encore de Montpellier sur 3-2 également. Et dites-moi, et la victoire de Lille, 4-1 on contre peut en Auxerre. parler aussi. Parlons-en. Vous pouvez parler aussi du match nul entre Angers et Nantes. Merci, c'était le journal de Mélina Fachin. À tout à l'heure, Mélina.